Chaque année, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales et seulement 14% portent plainte. En 2015, 122 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Chaque année, 84 000 femmes sont victimes de viols. En 2014, 1075 personnes ont été condamnées pour viol. Le 5e plan de mobilisation et de lutte contre les violences 2017-2019 permettra à toutes les femmes victimes de violences d'accéder à leurs droits, le droit d'être protégées, le droit d'être accompagnées pour sortir des violences et se reconstruire. Brisons le silence. J'ai quand même une question. Vous avez toutes, au niveau de vos structures, des profils qui sont complémentaires. Avez-vous eu des personnes, des femmes, qui ont subi les 3 grandes formes de violence, en fait. C'est la violence psychologique, la violence physique et la violence que je ne mets pas dans la violence physique parce qu'elle atteint la violence sexuelle. Comment vous l'avez gérée? Et comment ces femmes se relèvent, en fait? Et est-ce qu'elles y arrivent vraiment? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est pas long? Première question, et qui rejoint un peu la deuxième, on va toutes, les femmes, du fait qu'on vit dans un contexte de société machiste, malheureusement, être souvent confrontées à des violences. Moi, le jour où je me suis posée et que je me suis dit combien de fois j'ai été, par exemple, agressée sexuellement depuis ma naissance, alors que j'ai à peine 34 ans quand même, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le harcèlement de rue, il y a eu du harcèlement au travail, il y a eu des tentatives d'agression, etc. Donc c'est vrai qu'il y a malheureusement un système d'accoutumance aussi aux violences, où on grandit dans une société où ça fait un peu partie de notre vie de meuf. Enfin voilà, en tant que femme, on va nous faire grandir avec l'identité de la proie, de la vulnérabilité, parce que quand on essaie aussi de répondre à un harceleur de rue, ça peut se retourner contre nous, ça peut envenimer la situation. Et ça nous accoutume aussi à supporter des violences dans le couple, dans le monde du travail, parce que il y a vraiment cette idée que en tant que femme, on va souvent rencontrer des agressions. Donc le plus important dans notre lutte, c'est pas comment on va se relever à chaque fois, parce que c'est de problématiser, de comprendre déjà c'est quoi le système qui nous met dans ces situations. Ça nous permet de nous déculpabiliser, de dire si telle personne qui m'a suivie pendant 10 minutes dans la rue est passée à l'acte, si mon mari m'a frappée, si j'ai failli être violée ou j'ai été effectivement violée, ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui existe dans notre société, qui va concerner toutes les femmes. Parfois le passage à l'acte aura lieu, parfois pas. Et donc ça ne vient pas de nous, on va dire. Et donc c'est pour ça que tout l'enjeu de la libération de la parole est de faire cette distanciation et de montrer que c'est la société qui génère ces violences machistes. Et déjà ça aide un peu à se relever, on va dire, psychologiquement, de ne pas se dire que c'est notre faute, que c'est nous qui provoquons ces violences. Et après, il y a tout le contexte qui va nous permettre de nous relever. C'est sûr que, par exemple, dans le contexte économique où on est, en France, on le dit pas assez, mais il y a une femme sur 3 active qui est en temps partiel. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'autonomie financière, ça veut dire qu'elle ne peut pas facilement quitter un conjoint violent. Par exemple, pendant l'affaire Jacqueline Sauvage, donc cette femme qui a fini par tuer son mari qui la battait depuis 40 ans, très souvent on lui a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas barré alors que ça fait 40 ans qu'il vous frappe, qu'il a violé vos filles, etc. » Donc c'est important de dire à la fois c'est quoi l'effet de sidération, toute l'emprise qu'il y a dans la famille, et puis on a oublié un détail, c'est que Jacqueline Sauvage avait un statut de conjointe collaboratrice, c'est-à-dire qu'elle ne touchait pas ses salaires, ça passait par l'homme. Donc la perte d'autonomie financière la met aussi en situation de ne pas être assez armée pour se battre. Donc c'est pour ça qu'il faut voir la question des violences faites aux femmes dans tous ces éléments qui parfois s'accumulent, et voir si elles ont les moyens en fait de les surmonter. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'énormément de structures pour les accompagner. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu des personnes qui s'en sont sorties, parce qu'il faut s'en sortir, très vite, et est-ce que vous avez eu des personnes qui s'en sont sorties pas très vite ou pas du tout?
c'est vraiment ma question. Voilà, enfin, je vois que vous êtes des personnes de terrain pour beaucoup. Et est-ce que l'accompagnement a été à hauteur de tout ce qu'il fallait? Est-ce que l'État a vraiment aidé aussi? Ou est-ce que l'État se décharge aussi sur vos associations? C'est vraiment tellement... je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas dire ça, je sais pas répondre à votre question. Par contre, je peux vous répondre sur la question de l'État et de la question des financements. Vous savez qu'on a actuellement des problèmes quand même sur le financement des associations, notamment sur le budget de la délégation aux droits des femmes, qui a été amputé de 25% là, cette année, là, sur 2017. Qui devrait, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer sur 2018, mais ce qui entraîne en tout cas des coupes budgétaires. Bon, c'est pas un budget énorme, hein, ça représente, je parle sur votre contrôle, 28-29 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment, ça représente 0,007% du budget national. Et là, on l'ampute encore de 25%, pour vous dire quand même que la question du droit des femmes est une priorité gouvernementale. Ça s'est démontré vraiment par ce genre de mesures qui sont prises. Alors heureusement qu'on n'est pas financé uniquement par le droit des femmes pour mener nos actions, parce que sinon, enfin, on mettrait la clé sous la porte toutes les associations très rapidement, quoi, hein. Donc il y a l'hébergement, enfin la DRIL, la direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement, qui finance quand même une grosse partie du centre Flora Tristan pour l'hébergement. Et le conseil départemental aussi, etc. Mais si avec le droit des femmes, on serait vraiment très très mal. Donc l'État, en même temps, se décharge effectivement sur nos associations. Moi, je me pose la question de savoir, vraiment, et c'est vraiment une question que je me pose, parce qu'on travaille quand même à flux très tendu, hein. On est sur des conditions de travail qui ne sont pas super confortables, honnêtement. Moi, je me pose toujours la question de ça. Et la plupart des centres, comme le centre Flora Tristan, ou des associations comme les nôtres, en général, ce sont des femmes qui sont directrices, qui sont en tout cas à la tête de ces associations. Et je me pose quand même franchement la question de savoir si on ne se dit pas, de toute façon, les femmes, elles n'ont pas besoin de beaucoup de budget pour fonctionner, elles vont se débrouiller avec ce qu'elles ont, elles vont en faire plus avec moins, parce qu'en gros, c'est ce qu'on nous dit, hein. Vous devez faire à peu près la même chose chaque année, mais avec des budgets qui se réduisent. Et je ne suis pas sûre que des hommes accepteraient de travailler dans les conditions dans lesquelles on travaille, et que de toute façon, ils ne seraient pas, je pense vraiment, qu'ils seraient entendus d'une autre façon que ce qu'on peut être aujourd'hui. C'est vraiment un vrai sujet, la question de la parole des femmes et de la prise en compte de la parole des femmes aujourd'hui en France. C'est un sujet encore malheureusement d'actualité. On est beaucoup moins reconnus dans ce qu'on fait que ne peuvent l'être les hommes. Désolé messieurs, hein, les messieurs ici présents, mais c'est vraiment un constat partagé. Donc je le fais avec moi-même, je sais pas. Mais voilà, je pense que vraiment on n'a pas beaucoup de... On a du soutien, on ne va pas non plus faire les victimes non plus, on a du soutien, on est soutenu, mais on devrait l'être beaucoup plus. Vous savez que les violences conjugales coûtent chaque année à la société française 3,5 milliards d'euros. Tous services confondus, juridiques, hébergement, santé, aide sociale à l'enfance, enfin voilà, 3,5 milliards de violences, le coût des violences aujourd'hui en France. Donc voilà, faites le comparatif avec le budget de droits des femmes, par exemple, de 27-28 millions là, par an. Il y a quand même un delta très important entre ce que ça coûte et ce qu'on nous donne à nous en termes de ressources et ce qui devrait être investi pour combattre toute la question des violences plus globalement, violences conjugales, mais effectivement, violences sexistes, harcèlement de rue, et tout le travail de prévention aussi qui doit être fait déjà à partir de l'école maternelle, pour déconstruire tous les stéréotypes, tous les préjugés. Donc il y a énormément de travail à faire sur toute cette question. Et je suis désolée de ne pas avoir répondu précisément à votre première question, mais c'est une question, voilà, je ne peux pas y répondre, je suis désolée. Non, mais moi, je vous réponds à mes questions. La prévention. La prévention, je vais vous faire... Vous y prenez comment ? La prévention, c'est sûr que c'est de la sensibilisation. La prévention passe par le fait de libérer la parole et donc d'informer les gens, d'informer les femmes sur leurs droits, sur le fait que parler est une nécessité avant de commencer à se reconstruire, La première chose, c'est finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aller voir quelqu'un. À partir du moment où on va voir quelqu'un, c'est que c'est amorcé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas revenir dans les griffes de son agresseur. En revanche, il y a une petite étincelle, c'est de la vie ça.
À partir du moment où la parole se libère, les actions peuvent être entreprises. Et donc là, il y a un processus, on va dire, d'évolution jusqu'à la cicatrisation, jusqu'à éventuellement la résilience, si ça arrive. On est bien d'accord. Mais la première action, et je crois que c'est ce qu'on fait toutes, c'est la prévention, c'est se battre contre clairement une société machiste, mais parce que le code civil tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est Napoléon, un code fait par les hommes et pour les hommes. Et la femme, elle a eu des droits, elle a commencé à avoir des droits au XXe siècle, c'est quand même extrêmement récent. Nous ne sommes plus assujettis à nos époux, à nos maris depuis finalement tellement peu d'années. Effectivement, nous avons encore des différences salariales, des différences de traitement à tous les niveaux. Donc, ça passe par le fait de dire c'est non, on n'accepte pas cette société telle qu'elle est. On parle, et plus on se mobilise, plus on se montre, plus on refuse d'être traité finalement en objet ou juste ne pas être traité à égalité avec les hommes, plus on se fait entendre. Et c'est effectivement, si c'était des hommes qui étaient à notre place, je pense qu'il y aurait plus de monde derrière, il y aurait plus d'hommes, plus de femmes derrière ici, et on aurait plus de moyens, très certainement. Alors si je peux me permettre de revenir sur votre première question, c'était notamment la prise en charge des femmes victimes de violences. Concrètement, nous avons dû, malgré nous, accompagner des femmes victimes de violences, parce que quand des femmes se présentent dans nos locaux en nous disant « nous sommes battues », en tout cas, à ce moment-là, on n'avait pas de partenaire associatif ou autre qui pouvait nous aider. Donc concrètement, on s'est retrouvé avec une femme et 3 enfants qui venaient de se faire taper, qui s'est retrouvée devant le seuil de notre association. Nous avons dû utiliser les réseaux sociaux. C'est bien dommage parce qu'après avoir contacté le commissariat, donc c'était le commissariat de Villepinte, en leur disant voilà qu'on a une femme victime de violence conjugale qui se présente à nous, ils nous ont demandé dans quel état elle était. Donc on a essayé de décrire, mais bon, après, il y a toute cette violence psychologique qu'on ne peut pas décrire. Et puis nous, à l'époque, on n'était pas du tout formés à ça. Faire un diagnostic sur quelqu'un qui se dit femme victime, ça a été très compliqué. Ils nous ont dit concrètement qu'il fallait qu'elle aille chez le médecin, il fallait qu'elle essaye de trouver un certificat médical, parce que venir comme ça au commissariat, il était 23h et des brouettes. Nous, on était dans un événement festif à la base. Ils nous ont dit elle peut revenir le lendemain avec un certificat médical. Bref, on a très vite compris que si on disait à cette dame allez au commissariat, je pense que c'était une dame qu'on aurait perdue. Elle serait peut-être rendue au commissariat, elle aurait été peut-être mal reçue et du coup elle serait peut-être retournée chez elle. Donc du coup on a fait jouer les réseaux sociaux et très vite, franchement, Facebook a fait qu'on a trouvé une dame qui a payé 2 nuits d'hôtel à cette dame-là. On s'est dit bon, on a 2 nuits d'hôtel pour l'instant, c'est pas grand-chose mais c'est déjà ça. Donc pendant les 2 premières nuits elle a été à l'hôtel. On a essayé de contacter des centres d'hébergement et d'ailleurs j'aurais des questions à ce sujet-là. Parce qu'il y a des centres d'hébergement qui se disent centres d'hébergement d'urgence, mais face à une urgence, il y a tellement de difficultés administratives avant d'intégrer ces dispositifs que je suis restée bouche bée en me disant mais centre d'hébergement d'urgence, mais à quel moment il y a l'urgence et comment on évalue l'urgence? Parce que concrètement, elle a attendu 2 semaines pour être prise en charge dans une association du 94, alors qu'elle était domiciliée dans le 93. Et ça a été très compliqué. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment ce réseau-là. Donc il y a plein de réseaux de féministes, il y a plein de réseaux de femmes de lutte, mais je pense qu'il y a une très grosse difficulté à travailler ensemble. C'est un problème de structuration, d'organisation, et puis même aujourd'hui, concrètement, il y a des associations féministes qui se tapent dessus. Et moi, personnellement, je suis vachement en retrait de tout ça, parce que moi, mon objectif dans ma structure, c'est d'accompagner des jeunes, donc 12-25 ans, et leur famille. Donc j'étais très loin de tout ça, et là je me suis dit non, on va pas s'en sortir en fait, il n'y a pas de cohésion. Donc si même nous, en tant que femmes militantes, engagées, on n'est pas fichus d'être dans la cohésion sociale et dans la bienveillance, comment on va faire pour aider ces jeunes femmes? Donc je pense que concrètement, des fois, on arrive, heureusement, à apporter un soutien, que ce soit financier, que ce soit d'hébergement dans l'urgence, parce que maintenant, on arrive à structurer, on arrive à s'appuyer sur des partenaires de confiance qui vraiment prend en charge la femme et dans sa globalité, parce que c'est une femme qui a des enfants qui sont scolarisés. Donc est-ce qu'on la change de département ou non? Ça, c'est plein de problèmes qui, pour l'avoir vécu, qui pèsent sur la femme victime de violences conjugales, parce que il y a tellement de petits trucs, tellement de petits détails
qu'on se dit mais comment on va s'en sortir, on va tirer nos enfants des écoles, après nos enfants ils vont se retrouver sans copains, sans amis, donc il y a toute cette culpabilité, pardon, qui fait que ça reste compliqué. Moi, je suis pas là à dire non, la prise en charge des femmes victimes de violence, c'est hop, il y a des centres d'hébergement d'urgence, il y a des structures et en 2 jours, vous pouvez être accompagné. Parce que c'est pas vrai, la réalité, elle est dure, mais il faut s'armer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui accompagnent, qui coachent. Il y a un réseau de solidarité juste citoyen. Parce que cette dame-là qui a payé pendant 2 jours des nuitées, ça a eu un impact sur sa vie. Aujourd'hui, cette femme qui a été victime, elle travaille, elle a déménagé, elle habitait dans la région parisienne, maintenant elle habite dans le sud. Mais je pense que s'il n'y avait pas cette prise en charge là d'urgence, je pense que malheureusement on l'aurait perdue. Et au sujet de la prévention, excusez-moi, nous, en fait, on a décidé de rentrer dans les établissements scolaires, donc on fait des interventions dans les collèges, dans les lycées, parce que la violence faite aux femmes, elle existe aussi faite aux jeunes filles, et ça commence très tôt. Il y a l'harcèlement à l'école, il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos qu'on balance de filles quand elles sont avec leurs copains. Il y a tout ça, c'est une gangrène, et c'est des jeunes garçons qui seront un jour adultes et qui seront hommes, et qui seront maris. Donc je pense que la prévention, elle commence dès l'école. Il ne faut pas hésiter même en tant que parent d'élève, nous on arrive à rentrer concrètement au collège pour parler de l'harcèlement filles-garçons. Parce que c'est des petits trucs comme ça qui auront un impact après plus tard sur les hommes de demain. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'association pour faire de la prévention. Tout le monde peut en faire. On peut être juste une maman, on peut être juste une femme ou un homme. On peut frapper à la porte des établissements scolaires pour en faire. La structuration, c'est bien. La structure associative, c'est bien pour demander des financements, pour être dans la cohésion, pour travailler ensemble. Mais tout le monde doit se charger de ce sujet-là. Et moi, ce que je déplore, c'est même le voisinage. Des fois, il y a des femmes victimes de violences conjugales, ça dure des années, et puis tout le monde entend. Moi, j'ai hurlé, combien de fois j'ai hurlé parce que mon mari me tapait, combien de fois mes voisins me voyaient et baissaient la tête. Et ça aussi, ça a un impact. Il faut pas se dire que oui, mais j'ai peur parce que si j'y vais, ça se trouve qu'il va me taper aussi. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui meurent sous les coups de leur mari parce que les voisins n'entendent rien ou ne veulent rien entendre. Donc la prévention, c'est une affaire de tout le monde. Il ne faut pas compter sur nous pour faire la prévention. Vous aussi, vous pouvez en faire. Et c'est même un devoir. Vous devez prévenir. Et même par rapport à vos enfants, à vos gamins qui grandissent avec vous, la prévention, c'est quotidien. Et je remercie. Et moi, je trouve ça magnifique, une maman qui vient avec sa fille. Je ne sais pas si c'est votre fille ou... C'est ma fille. Voilà, c'est cool. Je trouve que dans des événements comme ça, on devrait intégrer nos enfants. Non, nous, ce qu'on fait, notre automatisme, c'est j'ai un événement sur les femmes victimes de violences, on va trouver un mode de garde pour garder nos enfants qui ont 16 ans, 17 ans, alors que c'est là qu'ils doivent être. Parce que c'est comme ça aussi que la prévention elle marche. Et discuter avec vos enfants, c'est quelque chose qui... Ouais, garçons et filles. Et la prévention, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, en mangeant avec son gamin, en regardant des documentaires. Là, maintenant, je sais qu'il y a le documentaire, je vais m'empresser d'aller le voir avec mon fils et voilà, et de discuter avec lui. Donc la prévention, c'est l'affaire de tous et voilà. Désolée si j'ai des langues. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on est à la fois confronté à un manque de moyens et un manque de volonté politique. C'est-à-dire le manque de moyens, tu parlais du manque de places d'hébergement, c'est une réalité. Je pense que dans la seule ville de Québec, il y a plus de lits, plus d'hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences que sur tout le territoire national français. Donc ça montre bien comment la question des femmes est négligée, des violences faites aux femmes est négligée. Et c'est vrai que par rapport à la prévention, quand on avait voulu à peine faire un programme contre le sexisme pour justement faire de la prévention, de la sensibilisation à l'école, on a vu au moins, ça a servi à montrer les résistances idéologiques qu'il y a contre nous. Ça veut dire qu'on nous a dit, ah ben non, si on fait de l'antisexisme à l'école, c'est de l'idéologie, on va apprendre aux filles à devenir des garçons-filles. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu il y a quelques années quand on a voulu faire donc, ce fameux programme des ABCD de l'égalité voilà. Et par rapport aussi à la formation, alors on commence à beaucoup insister sur la formation des policiers dans les commissariats, les gendarmeries et tout, mais je peux vous dire, il y a encore pas longtemps, j'accompagnais une femme victime de viol au commissariat du 18e arrondissement de Paris, mais c'était une horreur. Là, elle venait à peine, en plus il faut vraiment l'imaginer, c'est une fille toute chétive, toute timide, on arrive, la première personne qui nous parle, elle lui dit oui, c'est pourquoi ? Ah ben c'est pour porter plainte contre un viol. Ça s'est passé quand ? Il y a une semaine, ce qui est déjà plutôt bien pour un délai pour porter plainte pour un viol. Et la personne en face lui dit ah ben alors c'est pas la peine. Hein. Un viol il y a une semaine, c'est plus la peine de. Enfin, qu'est-ce que vous avez attendu pendant 7 jours ?
Et il a fallu que je lui tienne la main et que je lui dise non, 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 elle va porter plainte, on a le droit. Et elle a accepté la confrontation avec le violeur. Le commissaire qui les a reçus n'a rien trouvé de mieux que d'aller faire des photocopies, de les laisser tous les selles dans la même salle. C'est pour vous dire aussi comment la police, les agents, les commissariats, les gendarmeries, par rapport à la formation, on est encore très très loin. Et c'est vrai, par rapport à la libération de la parole, que ce n'est pas simple quand on est héritier d'une société qui s'est construite en mettant complètement de côté les droits des femmes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se revendiquer féminisme, juste pour ne pas être ingrate, parce que je peux vous dire que les mouvements féministes sont les seuls qui ont essayé de nous gagner des droits fondamentaux. Effectivement, c'est 1965, le droit de travailler sans l'autorisation du mari. Donc on est vraiment les premières générations, même si l'histoire de l'humanité n'est pas tout à fait linéaire, mais à subir quand même des droits fondamentaux. Et enfin à subir, à avoir des droits fondamentaux, justement, désolé, vous me faisiez signe, je savais pas machin. Et c'est vrai que moi, j'ai subi plein de fois des violences. Il y a un mec qui m'a embrassée de force sur mon lieu de travail et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi à aucun moment je ne suis allée porter plainte? Parce que tout, dans la façon dont j'ai été élevée, me disait, c'est renvoyé au privé. Voilà. Si ce mec-là, c'était un réalisateur connu au centre cinématographique marocain, m'a coincé dans un couloir et m'a embrassé de force, bah c'est moi, ce sont les femmes qui inspirent le péché, qui vont provoquer ça, et ça se gère tout seul. Et j'avais d'ailleurs essayé d'en parler à mon papa, et mon papa, pas du tout méchamment, mais c'est juste que tout ça, c'est des questions qui le dépassent, m'a dit la fameuse phrase « tu peux pas empêcher un mec de tenter son coup ». Voilà. Donc il a tout de suite renvoyé spontanément au privé. Et nous-mêmes, les femmes, ça nous met en porte-à-faux. C'est que comme on n'a pas la réaction qui est attendue, moi à chaque fois c'était une réaction de sidération. Je peux même vous dire, ce mec, après, je l'ai laissé me raccompagner chez moi. Je sais pas pourquoi. Je saurais toujours pas vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, je pense que sur le moment, j'admettais tellement pas ce qui s'est passé que je me suis dit, si j'agis comme une victime, j'intègre le fait que je suis une victime et j'ai pas envie. Donc j'ai fait comme si de rien n'était. Et donc ça nous met dans des situations où après on nous interroge sur, entre guillemets, l'irrationalité de notre réaction. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Quand on réfléchit que quelqu'un qui a quand même un certain statut social, comme Cécile Duflot, qui s'est fait siffler à l'Assemblée nationale pour une robe, et revoyons sa réaction, c'est pas... Normalement, elle aurait juste dire « Pardon, qu'est-ce qui vient de se passer là? On arrête la séance, vous venez de siffler une ministre qui vient de prendre la parole parce qu'elle porte une robe. » Non, elle est tout de suite passée, on euphémise ce qui s'est passé parce que c'est beaucoup trop dur d'affronter quelque chose qui normalement n'a pas lieu. Justement, on accueillait la magnifique doctoresse Muriel Salmona, notre dernier café féministe, qui expliquait qu'on n'est pas faite en fait pour gérer ces situations-là parce qu'elles sont anormales. Et justement, on sidère les femmes en les mettant dans des situations dont personne ne nous avait parlé avant, personne, moi dans mon éducation ou à l'école. Pourtant, ça devrait être le rôle de l'éducation nationale de nous dire, voilà, en tant que femme, vous allez être confrontée à ces situations, ne serait-ce que nous prévenir, qu'on ait le temps un temps de réaction et de politisation. J'ai juste une petite chose à ajouter parce que ça me semble important. Commissariat du 18e, c'est pas le pire, malheureusement. Ça dépend sur qui on tombe. Après, il y a un commissariat, je trouve que c'est bon à noter, qui est particulièrement efficace dans la prise en charge des victimes, c'est celui de Stein, qui est, franchement, ils sont top, hommes comme femmes. Moi, toutes les victimes que j'ai accompagnées là-bas, mais juste, à la rigueur, je les amène, je ferme les yeux, je leur passe, et je sais que, quel que soit le délai dans lequel elles viennent porter plainte, même si elles viennent et finalement elles disent « finalement je ne veux pas porter plainte, je ne suis pas prête », bah, il y a quand même quelqu'un, homme ou femme, qui conserve le numéro de téléphone, qui les rappelle régulièrement pour savoir s'ils ont changé d'avis. En gros, c'est un vrai suivi. Et ça, avec le CFCV, effectivement, on en avait parlé, c'est un bon commissariat. C'est pas la porte à côté, néanmoins, quand on sait qu'on va être accueilli de manière que la parole sera accueillie telle qu'elle doit l'être, c'est-à-dire celle d'une victime, et pas remise en doute, je pense que c'est bon à savoir. Ils auront peut-être un peu plus de boulot.